Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la fuite des cerveaux dans le domaine de la santé, un vrai défi sur les systèmes sanitaires en Afrique. L'exode du personnel de santé menace la couverture de santé universelle au Zimbabwe. Et comment un employeur peut-il améliorer les conditions de travail d'une mère allaitante? Nous avons recueilli votre avis. De plus, le pouvoir thérapeutique des animaux fait ses preuves au Mexique. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'Afrique compte moins de 2 agents de santé, y compris des médecins, des infirmières et des sages-femmes pour 1000 personnes, selon une étude des chercheurs anglais. L'Organisation mondiale de la santé recommande au moins 4 agents de santé pour 1000 habitants pour fournir des services de santé essentiels et atteindre la couverture sanitaire universelle. Les observateurs disent que la fuite des cerveaux dans le domaine de la santé en est une cause. Certains agents de santé ne reviennent pas dans leur pays après des études à l'étranger ou partent à la recherche de meilleures opportunités d'emploi. La pénurie de personnel médical qualifié affecte entre autres l'accès des populations à des soins de qualité et leur survie aux maladies. Le Zimbabwe n'est pas en reste. L'OMS a ajouté cette année le pays d'Afrique australe à sa liste de nations ayant un faible taux de personnel de santé. Columbus Mavunga nous en dit plus depuis Harare au Zimbabwe. Son reportage est relaté par Thierry Kaoré. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique manquera de 5,3 millions de professionnels de la santé d'ici 2030 si la vague actuelle de migration vers des pays extérieurs au continent n'est pas maîtrisée. Cette migration pèse sur les objectifs de santé et accroît la charge sur les travailleurs restants, selon l'OMS. Nous devons nous attaquer à ce problème en élargissant les possibilités d'emploi des travailleurs de la santé. Nous devons leur offrir des conditions de travail décentes afin qu'ils puissent utiliser leurs compétences pour fournir des services au profit de la population et, ce faisant, les retenir dans nos pays, ici en Afrique. Le Zimbabwe fait partie des pays qui ne parviennent pas à retenir les travailleurs de la santé. Cette année, l'OMS a ajouté le Zimbabwe à sa liste de pays ayant un faible taux de médecins, d'infirmiers et de sages-femmes par rapport au nombre de patients. Les travailleurs de la santé évoquent les mauvaises conditions de travail et le manque de médicaments et d'équipements modernes pour justifier leur départ. Le docteur Paul, qui souhaite ne pas être identifié pour des raisons de confidentialité, a décidé de s'installer au Canada. Je pars parce que je veux améliorer mes conditions de vie. Je veux améliorer ma carrière. Je veux acquérir des compétences que je ne peux pas obtenir dans ce pays. Et surtout, je veux gagner ma vie et une vie qui soit profitable à ma famille. Les travailleurs de la santé du Zimbabwe se sont mis en grève à plusieurs reprises, mais les choses n'ont pas beaucoup changé. Le gouvernement affirme être conscient de la situation et s'efforce de mieux équiper les hôpitaux pour retenir le personnel soignant. Parmi les mesures prises, on peut citer l'acquisition le mois dernier de 12 ambulances aériennes. Cela signifie qu'ils ont une raison de rester. Tout ce qu'ils doivent faire dans d'autres parties du monde est disponible chez eux. Ils pourront donc exercer leur spécialité et apprécier leur profession ici chez eux. Reste à savoir si ces mesures suffiront à retenir les professionnels de la santé du pays, comme le docteur Paul. Pour en savoir davantage sur la fuite des cerveaux dans le secteur de la santé en Afrique, nous nous sommes entretenus avec le docteur Mahmoud Bukar Maina, neuroscientifique nigérien basé au Royaume-Uni. Je me concentrerai probablement sur 4 raisons principales. La première est la question du revenu. Les gens doivent être très bien rémunérés pour pouvoir, vous savez, avoir l'état d'esprit nécessaire pour travailler. Mais bien sûr, il y a aussi le manque de ressources. Quand je dis ressources pour les hôpitaux, les équipements ne sont pas disponibles. Il y a 2 ans, nous avons publié un article basé sur les recherches que nous avons menées pendant 5 ans
au cours desquels nous avons analysé des milliers d'articles pour voir ce dont nous disposons sur le continent africain en termes de recherche, d'équipement de recherche. Nous avons découvert qu'à l'exception de certains pays comme l'Afrique du Sud et l'Égypte, les centres de recherche du continent n'ont vraiment pas assez d'équipements pour avancer dans la situation actuelle. L'instabilité politique est un autre problème majeur, car pour que la recherche et les soins médicaux se développent, il faut un environnement sûr. Tous ces éléments sont donc nécessaires. Et enfin, évidemment, le manque d'accès aux opportunités de formation et de développement. Vous savez, lorsque quelqu'un veut aller à l'extérieur pour acquérir des compétences, il n'y a pas d'argent pour y aller. Les gens n'ont pas accès aux conférences. Vous devez être en contact avec ces ressources extérieures pour pouvoir prospérer et développer dans votre propre profession. Il existe de nombreuses solutions, mais la première chose à faire est de rendre le travail sur le continent africain très attractif. Il n'y a pas de raccourci pour cela. Il faut offrir des conditions compétitives aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux ou dans tout autre service de santé afin qu'elles aient le sentiment de bénéficier du soutien nécessaire pour travailler. Le Royaume-Uni, par exemple, a mis en place un programme Global Talent dont je suis l'un des bénéficiaires. Les États-Unis d'Amérique disposent de certains de ces programmes dans le cadre desquels ils offrent des conditions compétitives sous le statut d'immigrés aux personnes qui peuvent contribuer à leur secteur d'activité. Donc, si nous voulons garder les travailleurs sur le continent africain, nous devons leur offrir de bonnes conditions pour qu'ils puissent dire « Pourquoi dois-je partir alors que je suis chez moi et je reçois de tels avantages ?» Oui, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, nous devons améliorer les infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, je veux dire que cela pourrait se traduire par, vous savez, l'équipement des hôpitaux. Je soutiens également qu'il n'y a pas d'argent pour accueillir des consommables pour la recherche ou pour augmenter les salaires dans les hôpitaux. Vous savez, si vous n'augmentez pas ces choses, les gens ne seront pas honnêtes. Et bien sûr, je pense qu'il y a une ou deux choses essentielles que je voudrais mentionner à cet égard. Vous devez également améliorer la sécurité. Vous savez, dans nos communautés ou dans nos pays, parce que lorsque la sécurité est vraiment bonne, vous avez des gens qui veulent investir soit en termes de découverte de médicaments, soit en termes de recherche dans la connaissance de base des maladies. À cet égard, l'Afrique joue un rôle clé, car il y a quelque chose à voir avec les mots diversité génétique. Et cela signifie que, par exemple, la différence entre le code ADN d'un Africain et celui d'un autre Africain est beaucoup plus importante que la différence entre un Européen et un Japonais. La compréhension de ces différences est essentielle pour faire des découvertes révolutionnaires dans le domaine du traitement des maladies et de la santé des yeux. Il est donc clair que si nous investissons dans ce domaine, nous pourrons aider non seulement le continent africain, mais aussi d'autres peuples. Chaque année, du 1er août au 7 août, le monde célèbre la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. La campagne mondiale vise à sensibiliser le public à l'allaitement et à ses avantages. L'OMS recommande d'allaiter un enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. La campagne de cette année se concentre sur la mère qui allaite et qui travaille. Selon l'OMS, plus d'un demi-milliard de femmes qui travaillent ne bénéficient pas des protections essentielles de la maternité dans les lois nationales. Nous vous avons demandé votre avis sur l'allaitement maternel et quelles dispositions pourraient prendre les employeurs pour soutenir une nouvelle maman qui allaite son bébé. Voici quelques réactions obtenues par Ange Nomenio à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je pense que l'allaitement maternel, c'est le meilleur pour l'enfant en tout cas. Non seulement l'enfant se porte bien quand il prend le lait maternel, il n'y a pas d'inconvénient, contrairement au lait artificiel où il va avoir souvent des coliques et autres. Moi, personnellement, ma question sur l'allaitement, c'est que le mot d'allaitement que chaque femme devrait privilégier devrait être l'allaitement maternel. Je pense que les employeurs pourraient aider ces femmes-là en situation d'allaitement en leur dédiant des plages horaires. De sorte qu'à un moment de l'accomplissement de leurs tâches respectives, elles puissent avoir quelques temps pour aller donner à téter à l'enfant. Les employeurs doivent d'abord améliorer les heures en fait. Parce que s'ils savent que, par exemple, l'employé, la dame, par exemple, a un bébé,
ils doivent lui accorder un temps. Si possible, même faire des crèches en milieu de travail, parce que ça aide beaucoup. Parce que s'il n'y a pas de crèche, la dame est obligée de laisser son bébé à la maison. Et puis bon, il faut voir aussi les conditions dans lesquelles l'enfant va rester à la maison. Donc tout ça, ça augmente le stress en fait. Mais tu ne peux pas partir au travail et puis allaiter l'enfant, ou bien l'enfant crie et puis tu vas te concentrer. C'est ce que je dis. Il faut faire le planning. Voilà, il faut dire qu'il y a déjà une législation là-dessus. Voilà, mais dans nos contrées, dans nos situations de travail, ce sont des règles qui ne sont pas toujours respectées. Voilà, normalement, une femme qui travaille et qu'on sait qu'il doit allaiter un enfant, parce que l'enfant, il a pour seul mode de nourriture le lait. Voilà, le lait maternin. C'est vrai qu'il y a des laits maternisés qui sont disponibles, mais le lait maternel est la source la plus riche et la plus intéressante dans l'alimentation de l'enfant. Donc, chaque entreprise devrait vraiment se pencher sur cette question-là pour permettre à toutes les femmes qui travaillent, voilà, d'obtenir quand même, à part le congé de maternité, voilà, je dirais un certain privilège pour permettre à leurs petits, pour permettre à leurs enfants, voilà, de bénéficier, voilà, de cette nourriture naturelle. Au Centre national mexicain de santé mentale, les animaux, y compris les chiens et les hamsters, jouent un rôle clé dans la thérapie des patients. Davantage avec Nanit Talani. Alessia Ramos, 9 ans, caresse doucement un hamster dans un hôpital mexicain où des animaux, allant des perruches australiennes aux huskies sibériens, sont utilisés pour fournir une thérapie de santé mentale. Ramos a reçu un diagnostic de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Pour les enfants ou pour les patients présentant une situation comportementale dans leur développement neurologique, comme c'était le cas de ma fille, la communication avec ces animaux peut les aider à évacuer le stress, l'anxiété et certaines émotions qu'ils ne peuvent pas canaliser de manière habituelle. 8 chiens font également partie des thérapeutes à fourrure du Centre national de santé mentale et de soins palliatifs de Mexico. L'établissement est le seul hôpital public au Mexique à utiliser des animaux pour traiter les maladies mentales, bien qu'une telle thérapie soit également pratiquée dans d'autres pays. Le programme remplit les objectifs suivants. 1. Promouvoir la santé mentale dans la population générale. 2. Prévenir ou détecter les complications de santé mentale de manière opportune et coadjuvante avec les animaux d'assistance émotionnelle. Et 3. Traiter ou intervenir dans les problèmes de santé mentale dans différents groupes d'âge avec des interventions assistées par des animaux. Harley, un carlin de 5 ans, a perdu son œil dans un accident, mais s'est rapidement rétabli. Il est devenu célèbre au Mexique lorsqu'il est entré dans les salles de traitement de Covid-19 portant des équipements de protection pour remonter le moral du personnel médical. Sylvia Hernandez a rencontré Harley pour la première fois alors qu'elle travaillait comme infirmière pendant le Covid-19. La pandémie l'a laissée aux prises avec des problèmes de santé mentale pour lesquels elle suit toujours une thérapie. C'est important parce qu'en termes de santé émotionnelle, cela vous aide à vous calmer, à mieux respirer et vous serez même capable de prendre de meilleures décisions parce que vous serez beaucoup plus calme. Il existe maintenant un programme de soins et de santé mentale, Harley et ses amis, et même une bande dessinée distribuée dans les écoles publiques. Il vise à promouvoir la santé mentale, prévenir ou détecter les complications et intervenir dans les problèmes déjà diagnostiqués. Les experts affirment que l'attribut le plus important pour un chien de thérapie est un tempérament calme et une volonté d'interagir avec les humains. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt.